Bonsoir à tous, bonsoir Vianney, bonsoir Christian. Oui, autant en France. Vianney est là. Ok, bon, je pense qu'on va devoir commencer, il est déjà 10. On ne va pas trop perdre du temps. Le peu de temps qu'on a devant nous, on va essayer de voir ce qu'on Oui, peut. bonsoir. Oui, bonsoir. Je disais, le peu de temps qu'on a, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. L'essentiel, c'est d'aller dans la même direction qu'on avait commencé l'autre fois et permettre à ce que, voilà, on puisse évoluer comme cela se doit. Alors, qui sont ceux qui étaient là la fois dernière? Moi, j'étais là la dernière fois. Est-ce que tu peux nous faire un peu le Oui, point c'est de là ce aussi. dont on avait parlé? Ah donc, vous avez dit quoi? Pardon? Vous avez dit quoi? J'étais là la dernière fois. J'ai dit, est-ce que tu peux nous faire le point de ce qu'on avait dit la fois dernière? Ah, ok. La dernière fois, on avait proposé chacun des projets. Et puis, bon, à la fin, vous avez dit que ces projets étaient des projets, des gros projets. Et qu'il fallait commencer par des petits projets. Et là, on pourra juger, on pourra, bon, juger les compétences de chacun afin de pouvoir entamer les gros projets. Et vous avez proposé 3 projets. Il y avait le projet bon, sur un peu comme Trello, un projet pour pouvoir faire les programmes, genre les tâches à faire en cours et à terminer. Et puis il y avait aussi un projet, il y avait aussi deux autres projets que je ne me rappelle plus trop. Bon. Là, c'était trois projets que vous avez proposés. Et puis bon, vous avez aussi dit que vous alliez faire un document Google Docs et dans le document, vous allez lister les prérequis du document et des projets. Des projets. Et bon, à part cela, on a aussi dit qu'on allait former les groupes aujourd'hui. Bon, c'est à peu près ce que je me suis rappelé de la dernière fois. Ok, merci. Christian, tu as quelque chose à ajouter? Bon, je crois que le deuxième projet que vous avez proposé, c'est avoir un outil qui va enregistrer toute la liste de nos contacts. Toute la liste de nos contacts. Donc, on fait ça. Le fait de ne pas enregistrer un contact en ligne sur Google, donc on allait proposer un outil pour enregistrer. Et à part cela, le troisième projet aussi me échappe un peu. Je n'ai pas bien entendu. Oui, je disais que le deuxième projet proposé concernait un outil qui va permettre d'enregistrer, bon, d'avoir une liste donnée de tous les contacts du répertoire, ou bien du téléphone. Donc, c'est comme si quelqu'un ne veut plus envoyer ses contacts en ligne sur Google. Donc, il fallait créer un outil pour avoir ça en local. Donc, c'est le deuxième projet. Le troisième projet, je ne me rappelle pas aussi. Après ça, vous avez proposé envoyer deux projets, deux mini-projets. Et qu'on allait voter pour ça et commencer avec aussi proposer un groupe de travail. On allait commencer la distribution des tâches aujourd'hui. Merci.
Ok. Merci pour les rappels. Bon, je me rappelle qu'on avait parlé de 3 projets, mais qu'on s'est basé principalement sur les 2 que vous avez. Les 2 que vous avez cités. Et portant sur la gestion de contact et le projet portant sur un outil de gestion des tâches. Ok. Donc, j'ai pas pu faire la description comme cela se doit parce que j'avais une semaine un peu chargée. Mais néanmoins, moi je pense que on peut choisir l'un des 2 projets, ce qui serait peut-être beaucoup plus utile sur l'outil de gestion de contact avec tout ce que ça demande. Un, c'est facile. 2, voilà, le besoin est là. Le second aussi, c'est pas mauvais aussi. Toujours est-il que, voilà, on pourrait aussi aller sur une application, par exemple, de conversion de monnaie assez simple à faire. L'objectif serait de connaître euh, le problème là aussi, c'est les choses qui évoluent. Donc, le montant d'une monnaie, par exemple, peut varier d'un instant à un autre. Question de l'évolution. Ok. Donc, voilà, j'étais dans la directive de voir si on pouvait former 2 groupes, mais avec ce que je vois, si on forme 2 groupes, en tout cas, les choses risquent de rester à la traîne. Et moi, je me disais, il faudrait au moins qu'on puisse avoir un groupe solide, histoire que si les gens rejoignent, encore on puisse l'agrandir. Donc, l'objectif, c'est pas d'avoir des groupes, il y a d'autres qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas. Voilà. Donc, ce que moi, je vais suggérer, c'est par rapport aux 2, voilà, moi, je vais peut-être souhaiter qu'on aille sur l'outil de gestion de contact, histoire que, voilà, on puisse démarrer avec quelque chose. Parce que si on dit que, voilà, on va encore voter pour ça, on va perdre du temps inutilement, on choisit quelque chose, on sait ce qu'il a fait. Et à la prochaine séance, euh, on aurait travaillé peut-être sur l'analyse, la modélisation, et on aura quelque chose à présenter. Qu'est-ce que vous préférez? Soit sur l'outil to-do list ou l'outil gestion de contact? Non, je vous laisse la parole. Il y a Annie qui nous a rejoint il y a quelques moments. Donc, Vianney et Christian, vous avez la parole. Bon, je vous rejoins par rapport à votre. On peut commencer avec un des 2 projets. Et bon, si moi je dois suggérer un projet, ça serait un projet de to-do list là. Pour écouter ça. Je me suis rappelé de truc là. Vous avez dit de nous faire une présentation de truc là de GitHub aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps. De GitHub quoi. Ah oui. Là, dit que vous allez nous faire une présentation de GitHub.
et comment ça fonctionne aujourd'hui. Et vous n'avez pas. Bon, on Vous n'avez peut pas. voir Ça, c'est ça vers la fin. Ok. Bon, je Bon, crois si on concerne que... le projet, Pardon? concernant le projet, oui, oui, je vous écoute. Je dis que concernant le projet, je prends le projet de tout ça. Que déjà entamé à faire les examens. Ok. La question... Oui, de mon avis, concernant le projet, je suivais le projet de gestion de On contact. ne vous entend pas bien, Monsieur Christian. Ok, par rapport au projet, moi j'ai choisi le projet de gestion de contact là. Je pense que ça peut. Ok. Vous avez reçu? Oui, vous avez dit que par rapport au projet que vous choisissez, la gestion de contact. Oui, oui, justement. Ok. Que chacun s'exprime. Alain? Bonsoir tout le monde. Allô? Oui, on vous suit. Oui, on vous écoute. Oui, bon, personnellement, je pense que je préfère l'outil de gestion de contact. Ok. Ok. Exprimer, hein, bon, je, je, je crois c'est Théo, non? Un exemple, c'est comme Théo. C'est beaucoup plus avancé. J'ai mis, j'ai créé, euh, il y a, oui, Christian, allez-y. Oui, grand frère, est-ce que vous pouvez nous rappeler le troisième projet? Oui. Le troisième projet, est-ce que je me rappelle? Attendez. Je vais fouiller, je vais vous donner le troisième projet. Bon, néanmoins, je, à ce qu'on puisse voter et avoir quelque chose. Mais que les autres qui ne participent pas aux événements vont voter, mais après cette séance, on va les éjecter du groupe. Dans tous les cas, voilà, le premier projet, attendez, je vais expliquer les deux projets qu'on a en mémoire pour que vous puissiez comprendre. Parce que se mettre à rédiger quelque chose là, ça, bon, ça donne à la paresse. Donc, le projet de gestion de tâches, c'est, vous avez une fenêtre et normalement, tous les projets, vous avez une base de données. Donc, vous créez une tâche. Par exemple, vous choisissez peut-être la journée d'aujourd'hui. Voilà, je me rappelle, le troisième projet, c'était un projet de Google Calendar. Genre, calendrier, euh, calendrier d'événements. C'était un truc comme ça. Le troisième projet, je me rappelle, c'était un projet où je disais qu'on allait faire un calendrier, puis voilà, mettre des événements, histoire d'avoir des rappels, quoi, des rappels d'événements. Donc voilà. Il y a Christian qui voulait dire quelque chose. Ok, c'est bon, je me suis souvenu aussi. Ok, tu t'es rappelé. Ok. Bon, je pense que ça là, c'est un peu avancé. Il faut connaître des notions
lié au temps et c'est beaucoup plus, en tout cas, pour mieux réussir ce projet de gestion d'événements sur calendrier, il faut nécessairement maîtriser du JavaScript à fond et la gestion des dates aussi et la gestion aussi des canvas. Donc voilà, parce que avec les divs, c'est un peu compliqué de faire certaines représentations, surtout quand ça devient... Ok, bon, le premier projet, l'outil de gestion de tâches, c'est principalement dans une fenêtre où on crée des tâches. Par exemple, je vais aller au marché, je vais lire un livre, je vais acheter tel cahier, je vais acheter telle, telle machine par exemple, et peut-être j'ai 10 tâches. Maintenant, chaque tâche a un état, c'est-à-dire état terminé, état en cours, état peut-être. Ça peut avoir plusieurs états. Donc à chaque fois, on change l'état. Ça peut passer de l'état non débuté à état démarré, état en cours, état fini, état fini, état mise en pause. Ça, tu vois. Donc, c'est juste des statuts qui varient en fonction du temps. Voilà. Donc, après, on peut supprimer la tâche ou on peut l'archiver. C'est tout. Si on veut peut-être avancer, on pourra faire l'affectation de tâche, c'est-à-dire que la tâche, je le transfère à quelqu'un d'autre et la personne devrait retrouver ça. Mais dans ce cas d'espèce, on ne va pas aller juste là-bas. Non, c'est juste ça le to-do list. Maintenant, le Google Calendar, c'est, je dis Google Calendar. Le type de gestion des contacts, c'est juste une liste des contacts que vous avez. Et voilà, vous pouvez renseigner les noms, les adresses, les contacts par groupe que vous créez, que vous créez. Soit vous regroupez les contacts par entreprise, euh, par nom de famille, etc. Et vous pouvez faire en sorte que on peut détecter les doublons dans les contacts, carrément fusionner les doublons. On peut aussi faire en sorte qu'on puisse exporter les contacts vers le format Android, le format iOS, où on peut extraire des emails uniquement des contacts. Voilà. Où on peut décider, par exemple, d'envoyer des messages ou des mails à des contacts groupés. Bon, ça, on verra après, mais gestion de contacts, c'est un peu ça. Donc, lister tous les contacts, lister les groupes de contacts par entreprise, classifier, permettre à ce qu'on puisse rechercher dans les contacts. Ça, c'est le second. Le troisième, c'est, par exemple, l'outil calendrier dont on avait parlé. C'était principalement un outil permettant de rappeler des événements. Voilà, on décrit un événement, on donne le nom de l'événement, ça aura lieu telle date. Et voilà, ça se positionne dans le calendrier. Et peut-être un jour avant l'événement, on a un rappel. Ça peut être l'anniversaire d'un ami, ça peut être un événement auquel on veut participer, ça peut être voilà, euh, une conférence, une activité qu'on veut faire, etc. Et on essaie de planifier. Donc là, ça va être peut-être regroupé par jour. Et dans une journée, il y a 24 heures. Donc, on devait avoir la possibilité de choisir l'heure ou la tranche d'heure qu'on veut et renseigner les informations. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des détails dont vous avez besoin? Allô?
J'espère que je ne parle pas dans le vide. Ah, on vous suit, on vous suit. Bon, je vous suis. Yannick, ça peut aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Donc, voilà, ce que je voulais éviter, c'est euh, ça, perdre de temps dans le choix parce que le choix, c'est pas vraiment important. L'objectif, c'est qu'on puisse chacun s'exercer. Mais dans tous les cas, j'aurais préféré que on puisse voter le plus rapidement possible et qu'on commence déjà à faire les analyses. OK? Au cas où on ne vote pas aujourd'hui, voilà, moi je pense que on va choisir à la volée l'outil de gestion de comptable. Séparément, si quelqu'un veut travailler sur le projet de liste, ça va revenir à la même chose. Il revient à ce que la personne puisse nous présenter ce que lui il est en train de faire, comparativement à ce que nous autres on fait côté comptable. Donc l'objectif, c'est, on n'est pas en train de travailler sous pression. Donc, avoir le temps de faire un petit code, ça devait être possible. OK? Voilà. Donc, la tâche qu'on aura à faire, ce serait euh, de faire une analyse pour identifier les différents acteurs. Je crois que ça va être principalement pas grand-chose. Ça va être, voilà, le contact et quoi encore? Le groupe de contact. Et le groupe de contact, ça peut être n'importe quoi. Donc, les informations doivent être génériques. Côté groupe comptable, ça peut être entreprise, ça peut être famille, etc. Donc, dans tous les cas, chacun de nous, bon, qui sont ceux qui ont déjà fait d'analyse, qui n'ont, bon, qui sont ceux qui n'ont jamais fait une analyse de projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suppose que non. Ce sont ceux qui n'ont jamais fait de diagramme. OK. Donc, pour la prochaine séance, voilà, on aura à présenter un diagramme, bon, en tout cas, les diagrammes possibles. Moi, je vais peut-être m'accentuer sur euh, les différents diagrammes. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir un rappel des bonnes pratiques. OK? Donc, essayez de noter, hein. Je vais voir si je peux écrire dans le groupe. Donc, on aura diagramme de cas d'utilisation. Ce sont ceux qui connaissent diagramme de cas d'utilisation. C'est quoi diagramme de cas d'utilisation? Bon, pour résumer de mon côté, un diagramme de cas d'utilisation c'est un système qu'on va concevoir qui va définir les tâches ou les actions que vont faire les acteurs qui vont contribuer à ce système. Ok. Ça va définir. Oui, oui, voilà. Pas bien entendu. Oui, j'ai dit, ce que je peux expliquer sur le diagramme de cas d'utilisation. Je n'ai pas entendu. Ah, Je disais tantôt que
un diagramme de cas d'utilisation de ma proposition ou bien de ma compréhension. C'est un système qu'on va concevoir ou bien un graphique qui va représenter les actions que chaque acteur intervenant dans le système peut faire ou bien peut faire ou bien accomplir. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Bon, je crois qu'on en aura plus sur 4. Alors, le premier, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Donc, le diagramme de cas d'utilisation met en avant les acteurs et les différentes fonctionnalités, les différents rôles que jouent les acteurs au sein du système. OK? Le diagramme, euh, le diagramme euh, de séquence. Donc, le diagramme de séquence, c'est un diagramme qui est beaucoup plus interaction entre les différents acteurs, comme l'a dit, comment je vais dire, l'utilisateur, et comme l'a dit, je vais dire Christian, qui voilà, indique les différentes interactions. Par exemple, par rapport à un processus, c'est un truc comment je vais dire, c'est un diagramme qui est fait par action, ou bien par séquence d'action. Quand on dit pour se connecter, il faut ouvrir la fenêtre. Après, il faut saisir le nom d'utilisateur, il faut saisir le mot de passe. Après, il faut euh, il faut cliquer sur connexion. Ça, c'est le côté client. Maintenant, quand l'utilisateur ouvre l'application, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que le système affiche la zone de saisie. Quand l'utilisateur saisit le login, le mot de passe, il faut que le système questionne la base de données. Donc ça, c'est beaucoup plus les différentes séquences d'action. Et souvent, c'est nommé diagramme de séquence pour telle chose. OK? Donc ça va peut-être vous rappeler des choses que vous avez euh, eu le temps d'oublier ou d'apprendre à l'école. OK? Donc, le diagramme d'activité, par contre, lui décrit le flux de travail. C'est-à-dire, quand est-ce que telle chose va se passer, imaginons que c'est un site d'e-commerce, on sélectionne un produit, on ajoute au panier, et que voilà, le produit n'est pas en stock. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est juste ces interactions-là. Donc, après ça, il y a le diagramme de classe, qui est principalement l'architecture de la base de données, qui met en liaison plusieurs entités, voilà, de l'application. Est-ce que vous avez des questions? Ah, je n'ai pas encore envoyé. Oui, Christian. Oui, je n'ai pas bien cerné l'explication sur l'avant-dernier diagramme. Diagramme de classe? Donc, c'est le diagramme de classe qui a terminé, Oui. pas de l'avant-dernier. J'ai parlé de le diagramme d'activité. Diagramme de classe. Ok, l'activité, voilà. Oui, C'est bon. j'ai dit le diagramme d'activité, lui, il s'interroge au processus. Ok, j'ai Il compris. s'intéresse au processus. Par exemple, si quelqu'un veut acheter un produit qui n'est pas en stock, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si quelqu'un tente de se connecter et que le login n'est pas valide, donc on revient à la case de départ.
Oui, oui. Donc, c'est comment on appelle? C'est des systèmes de, on commence ici et on termine ici. Quand est-ce qu'une tâche commence et quand est-ce qu'elle finit? C'est ça, si vous Ok, comprenez. d'accord, d'accord. Par exemple, Oui, si je oui, veux ça me fait. connecter, chez lui, ce n'est pas saisir login, c'est début. OK? Il y a début, il y a saisir identifiant, il y a envoyer les identifiants. Maintenant, identifiant valide. Oui, non. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant, si l'identifiant n'est pas valide, euh, il faut retourner à la case de départ pour envoyer à saisir identifiant. Dans le cas concret, on continue, on ouvre une autre tâche. Si c'est le scénario connexion, la tâche prend fin à ce niveau. Oui, c'est bon. Voilà. Il y a des questions? Donnez-moi un instant, je vais me connecter sur mon compte GitHub. D'accord. Avec vous. Voyez mon écran. Oui, oui, oui. D'accord. Ici, bon, je vais me déconnecter. J'espère que j'ai le mot de passe en tête. OK? Donc, si vous allez sur le site, c'est comme ça, vous allez voir la page d'accueil et tout. Donc, ça a un peu changé. Euh, il y a, je ne sais pas si, pour moi, c'est en anglais, je ne sais pas. Mais normalement, il devait avoir la possibilité de l'avoir en français. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais me connecter. C'est sign in. Si vous ne voulez pas, comment je vais dire? Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas de compte, ok, vous pouvez utiliser ceci. Là où ça a mis sign for GitHub là, vous mettez votre email et vous commencez. Donc moi par exemple, je crois que c'est pas pour créer de compte. Donc vous voyez, il dit welcome, quoi quoi quoi. Euh, Normalement moi j'ai déjà le compte. Normalement ça va me demander de me connecter. Je crois que c'est ça. Voilà, il dit que l'email existe déjà, de se connecter ou bien de modifier le mot de passe. Donc, c'est ça que je vous ai dit. Donc, j'ai cliqué sur, voilà, se connecter. Donc, je crois. Donc, moi, j'ai mes identifiants normalement. Euh, Ça devrait marcher. OK? Donc, je viens au niveau de mon tableau de bord. Au niveau de mon tableau de bord, j'ai ici les différents projets sur lesquels je travaille qui s'affichent ici. Et si j'appartiens à des entreprises, par exemple ici,
j'appartiens à les équipes s'affichent ici. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer peut-être une, une communauté, par exemple, une entreprise à laquelle je vais peut-être vous ajouter où j'utilise ce groupe-là que j'ai créé pour mon entreprise. Et je vais essayer de vous ajouter. Donc, quand on vous ajoute, vous allez retrouver ceux qui sont dans l'équipe ici, dans People. OK? Vous avez votre compte ici et j'ai dit ici, vous avez vos projets et le groupe auquel vous appartenez s'affiche ici. OK? Donc, si vous avez des organisations auxquelles vous appartenez, si je vous ajoute à Audasoft, par exemple, vous allez retrouver Audasoft ici, vous cliquez ici, vous allez voir les projets qui ont été créés et ceux qui appartiennent à l'équipe. Vous voyez par exemple ici, dans cette équipe, on est peut-être quatre, on est quatre et vous allez voir la liste des membres de l'équipe. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est au fait comment on crée les projets. Maintenant, si vous allez sur GitHub, vous allez voir votre profil. Je clique sur votre profil ici. Normalement, ça me renvoie sur mon profil et vous allez voir les projets sur lesquels je travaille qui s'affichent en bas. Et quand vous regardez ici, c'est les projets qui sont les plus en vogue, c'est-à-dire les projets sur lesquels vous allez travailler qui sont voilà, assez visités ou que les gens regardent le plus. OK? Il y a ce qu'on appelle aussi des, des stars. Les stars, en réalité, les gens apprécient votre projet. Ils donnent des stars ici pour dire, voilà, on apprécie le projet. Ici, c'est le nombre de personnes qui a vu votre projet. Ici, le fork, en réalité, c'est des clones. Ça veut dire que le projet sur lequel vous travaillez, quelqu'un veut avoir une copie de ça au niveau de son dépôt, il clique sur fork. Quand je clique sur fork, par exemple, vous avez remarqué ça, vous me demandez, moi j'ai fait un fork de ce projet. Ce projet, par exemple, c'est pas moi qui ai travaillé sur ça au début, mais j'ai fait un fork chez quelqu'un et le projet s'est retrouvé chez moi. Donc, sur les projets, ce que je vais vous montrer, c'est en fait dans la gestion des projets, il y a ce qu'on appelle les branches et ce qu'on appelle les tags. Les tags, vous connaissez déjà sur Facebook comment on utilise les tags. Les tags, bon, ça représente ici, par exemple, la version du projet qui peut varier peut-être de 1 à 10. OK? Maintenant, les, les branches, en réalité, ce sont, comme son nom s'entend, ce sont les différentes branches. Bon, comment je vais expliquer ça? Dans un projet, on peut avoir à développer, je prends un exemple, un projet de gestion des contacts, par exemple. On va développer, par exemple, une fonctionnalité sur la création de l'interface d'ajout. OK? Si on est peut-être deux ou trois à travailler sur le projet, quelqu'un qui fait la fenêtre d'ajout et quelqu'un qui crée par exemple la fenêtre de modification, il peut travailler sur différentes branches. OK? Mais dans le cadre de la gestion de projet web, c'est des fonctionnalités qui sont séparées, histoire que voilà, on puisse travailler sans qu'il y ait des, et après, on peut merger tout le code en une seule branche. OK? Donc, comme vous le voyez ici, le projet a eu 5 branches et quand vous cliquez ici, vous allez voir les 5 branches. Il y a par exemple la branche master, la branche develop, la branche path 1, la branche proxy et la branche reorder. Voilà. Donc, les tags aussi sont ici. Quand vous cliquez ici, vous voyez les tags directement s'afficher. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous envoyez un projet sur GitHub? Si vous avez un projet sur GitHub, vous allez voir au niveau de votre tableau de bord ici des écrans bleus s'afficher. Les écrans bleus ou bien les cercles bleus représentent les jours où vous allez faire des commits. Tu vois, plus c'est, bon, je dirais pas bleu, hein, mais c'est vert. Plus c'est vert profond, vert plus foncé, ça veut dire que le jour là, vous allez faire beaucoup de commits.
Bon, les commits, en réalité, ce sont des sauvegardes. Les sauvegardes à une date donnée de votre projet. Donc, vous pouvez sauvegarder le projet plusieurs fois. Et dans la sauvegarde, vous précisez voilà, la raison de votre sauvegarde et peut-être vous ajoutez les fichiers que vous avez modifiés. Donc, dans ce projet, par exemple, ou bien sur ce projet, par exemple, dans ce mois, il y a des jours où j'ai fait beaucoup de communes, il y a des jours où j'ai peut-être pas travaillé. Les jours où c'est gris, c'est les jours où il n'y a pas du tout de commit. OK? Voilà. Il y a des jours où j'ai beaucoup travaillé, il y a jusqu'à 14 commits. Par exemple, le 30 juin. Donc, c'est quelque chose comme ça que vous allez retrouver. Et c'est pas année. Par exemple, vous défilez, il y a des années où peut-être j'ai rien compté. Par exemple, vous voyez 2019, par exemple, j'ai rien fait du tout. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'affiche sur GitHub. Maintenant, ici, si vous voulez voir vos projets, vous allez dans Repository. Vous allez voir ici, Repository, voilà, chez moi, c'est 60. Chez vous, vous finissez de créer votre compte, vous allez voir et partager. Et vous allez voir cette partie-là, les projets sur lesquels vous allez travailler, le nombre de stars. Et voilà. Au total, chez moi, c'est 16 stars. C'est rien par rapport à ceux qui travaillent sur de gros projets, qui ont beaucoup de stars. Donc, après, on fera le tour et chacun ira donner des stars pour l'autre pour qu'on puisse réellement avoir des stars au niveau de nos comptes. On peut aussi renseigner sur son compte, voilà, ses comptes sur LinkedIn, sur Facebook. Si on a un site personnel, on peut mettre ça aussi. OK? On peut avoir aussi une boîte de réception. Si par exemple, il y a eu des erreurs dans votre code ou bien quelqu'un a signalé voilà, une modification par rapport à ce que vous avez fait ou bien c'est vous qui avez signalé aussi. Donc voilà. Issue en réalité, c'est des bugs que vous avez remarqué que vous voulez partager ou bien vous voulez demander de l'aide. Vous créez ça ici et voilà, ça vient puis les gens interagissent avec vous. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour créer un projet, c'est ici. Pour rechercher, d'abord, vous pouvez rechercher. Par exemple, vous voulez rechercher un projet sur, par exemple, contact, gestion de contact. Par exemple, pour voir si il y a un ancien projet qui parle de gestion de contact, vous pouvez aller ici et voir le projet. Ceux qui ont travaillé sur le projet, ça a été fait en React. Je vais voir s'ils ont de démo. Donc, il n'y a pas eu. Mais dans tous les cas, ils mettent là, ici, c'est la documentation. La documentation est faite dans un langage qu'on appelle Markdown. Vous aurez le temps de connaître le langage, c'est pas compliqué. C'est comme on écrit sur WhatsApp, mais beaucoup plus avancé. Donc, voilà cette partie. Ceux qui ont travaillé sur le projet, c'est eux qui sont ici. Il y a au total 123 personnes qui ont travaillé sur le projet avec une application. Voilà, le code est utilisé par 3900 personnes. Donc, le projet est très utilisé. Voilà. Donc, l'intérêt d'aller chercher des projets sur Google, ici, vous pouvez voir le nombre de branches. Il y a seulement deux branches. Il y a eu 53 tags. Vous voyez que, voilà, en termes de version, il y en a eu beaucoup. Donc, voilà, vous voyez, il y a la version jusqu'à la version combien? Version 7. Donc, c'est un projet qui a connu beaucoup d'évolution. Et comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup de forks. Les forks, là, c'est des copies dont ça a 555 forks et 1600 stars. Donc, c'est un très bon projet. Je vais profiter pour ajouter à ça. Donc, vous voyez les informations par rapport au projet, les langages dans lesquels ça a été utilisé. Et c'est une application mobile, React Native, gestion de stats, mobile, React Native, Component, etc. Donc, vous avez le README qui est la documentation, le MIT, la licence qui est la licence MIT, c'est-à-dire que voilà, on peut copier, on peut l'utiliser comme bon nous sommes. C'est le nombre de stars qui est ici, le nombre de vues, ça est 28, le nombre de forks, ça est 555. Donc, voilà les informations sur le projet. Si vous voulez savoir les langages qui ont été utilisés pour le projet, Java à 56%, Objective-C à 30%, JavaScript à 10%,
et Starlag, qui est un langage aussi à 1% et autre langage à 1,6%. Donc, autrement dit, c'est un projet qui est beaucoup plus Java et vous pouvez parcourir ça en cliquant sur chaque dossier et en allant à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui a été mis là-dedans. En gros, c'est ça. Donc, la dernière étape que je vais vous montrer, c'est comment créer un projet. Donc, si vous connectez, vous arrivez sur votre tableau de bord ici et que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur ce petit plus là. Et vous cliquez sur New Repository. Quand vous cliquez sur ça, vous donnez le nom. Et le nom doit être un nom peut-être qui n'existe pas encore dans votre projet et tout. Donc, je donne peut-être une appli, je mets app par exemple, gestion, contact, ok. Je mets dev-bénin par exemple. Bon, j'utilise des minuscules pour respecter la charte des URL pour ne pas avoir, voilà, des URL en majuscule et en minuscule. Donc, par exemple, c'est valide. Si j'ai fini, voilà, je peux décrire le projet ici. Je mets un projet de développement euh, d'un outil de gestion de contact. OK? En faisant ça, ça crée comment on appelle? Un projet avec la description, projet de gestion de contact. Et le projet peut être public comme privé. Donc, si c'est un projet privé, les gens ne pourront pas voir ça de l'extérieur. Si je choisis public, ça veut dire tout le monde peut voir. Tous ceux qui vont utiliser l'URL vont voir. Donc, je vais rendre ça public. Et voilà. Donc, bon, il y a des détails en bas que on va voir après. Et la licence, on va choisir toujours la licence MIT comme pour l'autre projet. OK? Donc, histoire que les gens puissent peut-être faire avancer le projet. Et on clique sur créer. Voilà, vous vous rappelez du lien que j'ai saisi, c'est ça qui s'affiche en haut. App gestion du contact Dev Bénin. Et si je vais envoyer peut-être le lien dans le groupe, vous allez remarquer que si vous tapez le lien, vous allez tomber sur ça. Donc, et il y a deux manières d'ajouter votre projet en ligne. Soit vous utilisez la ligne de commande et je vais peut-être faire ça rapidement. Ici, je vais sur mon bureau. Je vais voir si je peux créer un projet rapidement. Et je vais envoyer en ligne. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais nouvelle fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc ici, je vais ouvrir un dossier. Donc je vais aller sur mon bureau et je vais créer un dossier par exemple, un projet que je vais nommer Dev, gestion comptable. Donc c'est le projet que je vais ouvrir. J'ouvre ça dans VS Code et vous allez voir, voilà, le projet est vide. Je vais créer, je fais confiance au fichier. Je vais créer un fichier, ok, HTML par exemple, index.html. Voilà, je mets HTML. Bon, je ne sais pas, mais pourquoi ça me met ça en Django façon? Dans tous les cas, je mets une balise HTML, HTML5.
HTML. Donc, il y a le head. C'est bizarre que je sois allé sur un projet Django, mais bon. Je mets le titre. Dev contact. OK. Je vais faire une erreur ici. Title. OK. Ici, je reviens dans le body. Body. OK. Et je fais H1. Projet de gestion de contact. OK. H1 également. Donc, voilà, c'est un minimum basique que j'ai eu à faire. Et comment ça se passe? Pour pouvoir envoyer le projet en ligne, il faut aller dans le terminal et l'outil qu'on utilise c'est Git. Bon, j'espère que peut-être d'autres savent l'utiliser. Et Git, pour initialiser le projet, on fait Git init. Donc, souvent, ça pose des questions. Pour faire de façon automatique, on fait git init-y et attendez, ou bien c'est git init seulement, voilà, git init et ça crée normalement un dossier, un fichier caché, .git. On ne le voit pas ici, dans certains projets ça s'affiche, mais normalement c'est un projet, un fichier, un dossier caché qu'on ne voit pas, qui gère tout ce qui a rapport avec le versionning du projet. Ok? Ici, par exemple, on peut créer, par exemple, ajouter le fichier qu'on vient de créer au projet. On fait git add index, par exemple, .html. Voilà. Pour voir le fichier ou bien l'état, on fait git status. Voilà. Et ça nous dit, voilà, ce fichier a été ajouté. C'est un nouveau fichier qui est en vert. Donc, on peut ajouter le nombre de fichiers qu'on veut. Comme on peut faire git.add étoile. Add, je dis point. Point comme ça. Qui permet d'ajouter tous les fichiers du projet. Maintenant, il y a un fichier gitignore qu'on peut peut-être créer après, mais qui permet de, en tout cas, d'ignorer certains fichiers. Donc, pour aller vite, on ne va pas perdre du temps. On va essayer de sauvegarder le projet en faisant git commit-m avec le nom. Donc, on peut mettre projet. Bon, on peut mettre, comme c'est le début, on peut mettre début, projet. Bon, on sait que c'est la gestion de contact. On peut mettre début du projet. J'écris mal ce que j'écris là. Donc, ça fait git commit-m en griffe la phrase. Donc, voilà, on valide. Donc, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, il faut envoyer le projet en ligne. Maintenant, il y a un code qu'on utilise pour pouvoir ajouter au projet le dépôt qui est en ligne. Donc, je vais chercher rapidement. Voilà. Normalement, c'est git add origin. Je vais aller copier. Voilà, vous allez voir ici, normalement, le lien ici. Donc, quand vous créez, vous allez voir le lien. Donc, le lien là, ça c'est en réalité le lien du site. Ça va être git add origin, si je ne me trompe pas. Ça va être git remote add origin, je sais pas. Git remote add origin. Et vous copiez le lien là-bas, vous venez coller ici. Donc, j'espère que je n'ai pas fait erreur. Je vais aussi vérifier ici.
Euh, je vais voir. euh, donc, si il semble que j'ai mal saisi, ça fait github.com. Il n'y a pas de point, je crois. github.com @etika. Voilà. Donc, j'ai mal copié le lien. Donc, ça fait https github.com/ mon nom d'utilisateur / le nom du code.com et .git plutôt. Je valide. OK? Donc, ça a été ajouté, ça dit que c'est bon. On fait git push -u OI. Bon, normalement, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Normalement, on peut utiliser la branche. On parle de branche. Je vous ai parlé de branche tout à l'heure. Ici, on est sur la branche master. Donc, on va essayer de renommer la branche. Ça va être git je crois git branche -m. Et on va nommer la branche main. Le M normalement permet de renommer. Voilà, c'est devenu main. C'était master ici, maintenant c'est main. Maintenant, c'est main. Pourquoi? On a renommé main. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le même nom de branche en ligne qu'en local. On peut rester sur le master et envoyer les données sur main. Parce que sur GitHub, il n'y a plus la branche master, c'est désormais appelé main. Donc, pour envoyer, on peut faire seulement git push. OK? Normalement, ça devait partir. Non, il faut préciser, je crois, -u origine. Donc, pour la première fois, si vous envoyez pour la première fois, il va falloir préciser là où vous envoyez ça. Même, je crois. Normalement, ça me demande de me connecter. Ça dit que ça contient. Ok, il m'a dit que ça contient des données qu'il faut récupérer. Donc, je vais récupérer en utilisant git push. Il m'a dit de faire git. Il m'a dit de faire git pull en précisant la branche. Ok, donc on va essayer git pull remote. Je vais limiter. Il m'a dit. Attendez. Bon, il me dit git pull. Je ne sais pas pourquoi. Il dit. Donc, je vais essayer ceci là. Il m'a dit de récupérer qu'il y a des modifications. Si je veux, je peux forcer l'envoi comment je vais dire, des données. Mais normalement, c'est git pull origine main. Voilà. Donc, il a récupéré les données en ligne. Maintenant, normalement, je fais git push cette fois-ci. Il affiche. Je vais rappeler le git push qu'on avait eu à faire. Normalement, ça dit qu'on veut envoyer pour la première fois. Il affiche toujours des erreurs. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais dans tous les cas, on peut forcer l'envoi. Donc, il me demande. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser ce qu'il nous avait demandé. En utilisant, par exemple, ça. Donc, dans tous les cas,
on récupère encore une fois et on essaie d'envoyer sur la branche dispute origin main. Normalement, ça devait partir. Pourquoi? C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Ça. Je vais forcer quoi? Euh, je vais forcer l'envoi pour que voilà, je n'ai pas. Je crois que c'est -U-F. Voilà, c'est parti. Je voulais pas forcer, mais en fait, quand vous forcez, ça écrase des fichiers, voilà, les conflits. Ça. Donc, on va essayer de revenir ici à actualiser pour voir si le fichier va venir. Voilà. En fait, ça a écrasé le README qu'on avait créé ici, là. Vous vous rappelez, on avait fait une description, ça a créé un README. Donc, voilà un peu. Donc, le fichier index qu'on avait ajouté, le voilà avec le contenu dev contact. Et vous allez voir sur mon profil, normalement, en tout cas, si j'ai pas fait le commit aujourd'hui, euh, le trait bleu devait venir. Je vais profil. Ok, voilà.